Salam à tous les amis, on se retrouve sur French PL pour cet avant-match du derby de Londres entre Chelsea et Arsenal. Et pour cette vidéo, j'ai trouvé un gunner et pas n'importe lequel. Bassamba, comment il va? Ça va et toi? Ça va très très bien frérot, merci d'avoir répondu présent à l'invite, hein. Franchement, tu m'as trouvé du temps dans ton emploi du temps très serré, donc ça fait grave plaisir. Pas de Et soucis, pour on ceux est qui ne le ensemble. connaissent pas, Bass, autodidacte, influenceur, philanthrope, Doucement, euh, doucement, doucement. multimillionnaire. Alors, crois-moi, je serais pas là, là. Je serais pas dans ce décor-là. On n'a pas dit la devise, multimillionnaire en francs CFA. En francs CFA. C'est bon, c'est Voilà. bon. Et encore. Mais en tout cas, tu vois, l'année dernière, j'avais fait un avant-match avec un autre gunner très très célèbre, on va dire, avec le poteau Stan. Ouais. Ah oui, Donc oui, j'ai là, je peux vu. dire que j'ai reçu les deux gros gunners des réseaux. Ça fait très très plaisir. On va partir pour cet avant-match. On va commencer par un avis global. Là, on tourne ça au lendemain de la défaite, du coup, face à l'Inter, en Ligue des Champions. Donc toi, il me semble que t'as pas vu le match parce que tu étais invité, du coup, quelque part. Ouais, j'ai pas vu le match. Ouais, j'ai vu les highlights. J'ai un peu regardé aussi tout ce qui est statistique et tout. Quand on regarde pas le match, on essaye de voir tout ça. Et C'est bon, j'ai ça. pu avoir une analyse assez froide et avec du recul parce que quand tu regardes le match, souvent, moi, en tout cas, souvent, je suis pris par les émotions, donc c'est compliqué tout de suite d'avoir une bonne analyse. Mais bon, Ouais. là, j'ai pu avoir la tête froide quand j'ai regardé le match. Ouais, moi j'étais posé devant le match, tu vois, j'ai regardé votre match. À la base, je voulais le débriefer, mais après j'ai eu la flemme. C'est vrai que c'était un match où il y avait des hauts et des bas face à une très grosse défense. Hein, tu sais, ça défendait un peu bloc bas et tout, etc. Donc c'est toujours compliqué face à ces équipes-là. Ouais. Mais bon, grosso modo, sinon sur le début de saison, toi ton ressenti, est-ce que t'es confiant, toujours confiant, ou est-ce que il y a un petit ras-le-bol qui s'installe quand même, ou Honnêtement, je pense que ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas un ras-le-bol qui s'installe parce que là, on est quand même à la traîne en championnat. On a, je crois, 7 points de retard sur Liverpool, si je ne me trompe pas, et 5 sur Manchester City. C'est déjà un retard significatif quand on sait à quel point les deux devants sont costauds. Surtout cette saison, Liverpool qui fait une très très belle saison avec Arne Slot qui continue le travail de Jürgen Klopp. Et Manchester City, même si c'est un peu moins bien, ça reste quand même solide. Et là, on accuse déjà un retard. Donc forcément, voilà, il y a un petit ras-le-bol qui s'installe et surtout qu'on voit quand même des problèmes qu'on a mis en lumière et que Arteta nous a masqués pendant un certain temps et qu'on pensait régler, mais au final, pas du tout. Et tout le monde te le dira, Patrice Evra, l'éternel chambreur d'Arsenal, l'a dit et on peut que lui donner raison quand on voit les derniers matchs. c'est clair, tu me tends la perche par rapport à Arteta, je voulais rebondir sur lui. Je te mets les pieds dans le plat direct. Admettons, là tu pars sur une saison hors podium, ok, hors Ok. podium, et sans trophée. Ton point de vue en fin de saison sur Arteta, il se place où? Bah, forcément, là, on va commencer à tirer la sonnette d'alarme parce que, certes, je trouve qu'il nous a fait progresser sur beaucoup d'aspects. Il a créé on va dire, un effectif, comme ils disent, une famille. Je pense que c'est ça qui fait la force des Gunners dans les années Arteta. Mais à un moment donné, on est obligé de tirer la sonnette d'alarme en demandant des comptes. Et quand tu demandes les comptes, pour le moment, c'est quoi? Je crois qu'il y a eu un Community Shield et c'est tout. Donc, à un moment donné, tu nous fais progresser, mais on oublie même les années, même si on a galéré beaucoup, mais on oublie même les années glorieuses d'Arsenal. Parce que quand moi je parle à beaucoup d'observateurs du foot, ils oublient que Arsenal sur la scène nationale, c'est quand même un très très gros club. Et quand tu fais les comptes, à un moment donné, on t'a donné du budget, tu as recruté les joueurs que tu voulais, on t'a donné quartier libre, tu es vraiment le manager et l'entraîneur de cette équipe. Donc il faut des trophées et surtout, nous, on est à la recherche de trophées. Et donc on sera obligé de se poser la question sur sa légitimité. Mais je ne pense pas qu'il faudra quand même virer Arteta. Je pense que après tout le travail qu'il a fait, après la première saison vraiment complètement ratée, ça serait vraiment
hâtif de le virer quand même. Tu vois. Je pense qu'il devrait quand même encore essayer encore une année, mais après là, par contre, parce que ça commence à faire longtemps qu'il est là quand même. Ça fait un moment, et en effet, quand tu as dit, il me semble que la première année, il y avait une FA Cup, ou la deuxième année, ce qui fait que Ouais, derrière, je crois que c'était ça. il a eu du crédit pour rester, et depuis, il y a eu qu'un Community Shield, en effet. Et puis, ouais, je voulais ton avis sur ça, parce que c'est vrai que, en effet, même en fin de saison, s'il n'y a pas de trophée, changer, ok, mais changer pour qui, pourquoi? Mais c'est vrai que même si Arteta a fait progresser cette équipe-là, derrière, quand il faut gagner des trophées, peut-être qu'il faut un tueur, peut-être qu'il faut pas une famille, peut-être qu'il faut tu vois, un mec, un Bah, chef de troupeau, un chef de guerre, tu vois. Donc, à voir. En tout cas, c'est une question qui va se poser, en effet. Mais merci pour ta réponse et ton avis là-dessus. C'était hyper intéressant et on se retrouvera en fin de saison. On verra bien ce que ça va donner. Et si l'émotion te fera pas changer d'avis, peut-être que tu auras vraiment, tu sais, le mec. Il en a marre. Il en a marre. c'est vrai. On va passer à un Ok, 11 combiné d'Arsenal et de Chelsea cette saison. Cette ok. saison, donc clairement, voilà, y a pas de, c'est là sur les 3 mois de compétition, donc il n'y a pas énormément de recul, mais Ok. c'est vrai que ça peut quand même être intéressant. J'avais déjà fait ça avec Stan l'année dernière et c'était très intéressant. Là, en règle, je vais te dire que on doit se mettre d'accord sur chaque poste. Ok, Ok, on doit se mettre d'accord. d'accord. Ok. Et quand on n'est pas d'accord, etc., si je te laisse ton joueur, le prochain désaccord, entre guillemets, c'est moi qui prendra le dessus. Ok? Ok, ça marche. Donc, je pense qu'on va être d'accord sur beaucoup de postes déjà. Sur beaucoup, beaucoup de postes. Le Ouais, gardien, ouais, les gardiens, je pense que on est d'accord quand même. Raya, Sans énorme. hésitation, franchement, Raya, énorme progression cette saison. L'année dernière, on était tous sceptiques avec le fait qu'il soit passé devant Ramsdale, le chouchou un peu de Ouais. les supporters d'Arsenal. Et au final, là, sur ce coup-là, Arteta avait raison. Du coup, il nous met Raya qui là, au-delà de son jeu au pied, qui commence à se stabiliser parce que l'année dernière, il y a encore des hésitations, etc. Il est très bon Mhm. aussi sur sa ligne, dans les airs. Et voilà, il a trouvé son équilibre dans la cage. Donc franchement, début de saison, rien à reprocher à Ryan. Ouais, moi, dès le début, dès que vous l'avez signé, j'ai tout de suite dit sur ma chaîne que c'était une affaire de fou. Enfin, c'était vraiment le gardien que moi, je voulais même pour Chelsea, tu vois. Parce qu'à Brentford, Ouais, sa dernière saison à Brentford, il fait une saison, mais statistiquement impressionnante. Et ouais, il fait partie de ces gardiens complets, en effet, qui peuvent être bons sur leur ligne, mais aussi au pied. Donc, mm. ouais, vous êtes clairement pas trompé là-dessus. Au niveau de la charnière aussi, je vais pas tergiverser, mais il y a quand même une sorte intéressante. Donc, certes, on sait que Saliba et Gabriel, c'est fort. C'est Aucun souci indéboulonnable. là-dessus. Mais en vrai de vrai, nous, notre défense, qui, franchement, je suis le premier à le dire, n'est pas ouf, eh ben, on a encaissé qu'un but de plus que vous cette saison. Comment t'expliques cette stat? 12 buts encaissés pour Chelsea et 11 buts encaissés pour Arsenal cette saison. Non, cette saison, on va pas se mentir. Bah justement, je pense que ce qui fait aussi la différence avec l'année dernière, où on était beaucoup plus performant dans le début de saison, c'est que notre défense est moins solide depuis quelques semaines. Hein, parce qu'au début de saison, ça Au restait début, très, c'était pas très mal, ouais. solide. Ouais, Ouais. c'était vraiment pas mal. Là, depuis quelques semaines, Saliba, il est un peu moins bien qu'à l'accoutumée. Gabriel, lui, reste à son niveau, je trouve. Je trouve que même c'est Gabriel qui est Ouais. vraiment à son niveau et même peut-être même meilleur que l'année dernière. Mais je trouve que Saliba, bon, avec son carton rouge, il traverse un peu, on va dire un petit coup de mou. C'est pas non plus alarmant, mais c'est un petit coup de Ouais. mou. Et aussi, cette arrivée de Calafiori, je trouve qu'elle a fait du bien, mais à la fois aussi, elle a un peu changé l'équilibre défensif d'Arsenal. Il y a Timber aussi qui revient, donc du coup, on ne sait pas si c'est Timber, si c'est White, si c'est. Donc il y a un petit peu et on va pas se mentir, la défense pour moi c'est la chose qui ne doit pas bouger vraiment. Pour Ouais. moi, ça doit être des joueurs même à droite, gauche, qui s'entendent bien pour jouer. Comme on voit avec le Barça, là, Flick ne change pas sa défense et on voit qu'ils sont parfaitement accordés pour jouer le piège hors jeu de manière vraiment splendide. Donc du coup, quand on prend la défense d'Arsenal, je pense que ça a créé un petit déséquilibre dans la défense. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on encaisse plus de buts que l'année dernière. Mais quand même, Saliba Gabriel, ça reste très costaud. Oh, ouais, de toute façon, j'en avais aucun des deux pour Colwill Fofana personnellement. Donc pour l'instant, on part sur 3 Gunners. Au niveau du latéral gauche, est-ce qu'on peut partir sur Kukureya? Est-ce que tu as un Gunners à mettre en Euh, concurrence? Bah, moi, j'aurais mis Calafiori en concurrence. Après, Calafiori s'est beaucoup blessé. Enfin, a beaucoup manqué de matchs. Voilà. Mais ouais, on peut t'accorder Cucurella qui fait, ouais, qui est bon. Qui est bon. Franchement, Cucurella, même moi, il m'a un peu surpris.
parce que moi, je ne l'attendais pas à ce niveau depuis même à l'Euro, etc. Ouais. Vraiment, il fait vraiment, il m'a impressionné. Donc, ouais, on peut partir sur Cucurella. Je vais te l'accorder, mais le prochain serait plus dur quand même. À droite, tu vois, là, par contre, on aura un gros débat parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que Ben White est surcoté. C'est-à-dire que Ben White, je trouve, C'est dur. mais en fait, je trouve C'est que c'est un rude. bon défenseur. Je trouve que c'est un bon défenseur, un bon joueur, etc. Mais les Gunners, évidemment, essayent de le mettre à un niveau pour moi auquel il n'est pas. Pour moi, il fait pas partie des tout meilleurs à son poste. Et tu vois, par exemple, que ce soit James, bon, je mettrai James devant tous les jours, mais même Gusto, je trouve que Gusto est meilleur. Bah, en fait, je trouve que Ben White, déjà à la base, c'est un défenseur central. On l'oublie, on a tendance À vraiment à Brighton, ouais. beaucoup l'oublier. À la base, c'est un défenseur central qui s'est adapté au poste à droite. Et je pense que le fait qu'il se soit adapté à un poste qui n'est pas le sien, je pense que déjà, les Gunners et les supporters, on est tous d'un œil vraiment admiratif. Et Ben White, on a cet amour pour lui parce que c'est un battant, tu vois. C'est quelqu'un, par exemple, on va Il mettre triche un pas. coup dans son. Il triche pas. Voilà, exactement. Il triche pas. On va mettre un coup à son pote, il va venir, il va en mettre deux à l'adversaire. Et c'est ça qu'on kiffe chez lui. Il a un esprit vraiment dont je pense qu'on a encore plus besoin à Arsenal, en fait. Là, dans un 11 combiné cette saison, est-ce que tu mettrais un Gusto ou un James devant, même s'ils n'ont pas beaucoup joué? Je peux te l'accorder, hein. Je l'avais accordé l'année dernière à Stan, je l'avais accordé, mais je m'étais vengé plus tard. Mais est-ce que... Parce que là, ce qui va sortir aussi, il faudra que tu assumes sur les réseaux. Hein. Si tu mets Ben White devant Rhys James, faudra le défendre, parce que je connais des boosts qui vont t'attaquer. Ouais, non, mais c'est clair et net. Après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de tweetos et il y a beaucoup de gens qui sont aussi beaucoup pris par le nom. Et je pense que Rhys James, quand tu dis Rhys James, c'est toujours cette vision de c'était le meilleur latéral droit, il devait être le plus grand à son poste, etc. Mais en vrai, quand tu fais les comptes, il est blessé combien de fois, combien de temps, Rhys James? Donc là, tout de suite, il fait quoi? Deux, trois matchs, il enchaîne là 2, 3, 4 matchs, on va dire, je C'est pense. ça. Donc là, tout de suite, le mettre devant Ben White, ça me paraît quand même. Après, Malo Gusto, là, on peut parler parce qu'il fait plus de matchs. Mais est-ce que c'est meilleur que Ben White? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais faire comme l'année dernière. Je vais te laisser White. Je vais te laisser White parce que je sais que vous l'aimez bien, etc. Ok, mais ça fait 2 ans. L'année prochaine, je sais pas qui j'invite, mais je la poserai. Je la poserai James. Arrête de te blesser, s'il te plaît, frérot. Mais après, pour finir sur ça, je suis sûr que Rhys James est un meilleur latéral droit en règle absolue que Ben White, c'est clair. Mais c'est juste les blessures qui me font dire c'est compliqué de mettre un joueur qui a fait 3-4 matchs par rapport à un autre qui en a fait un peu plus et qui est quand même assez consistant. Voilà. J'accepte. On va passer au milieu de terrain. On va partir sur un 4-2-3-1. Donc, on Ok. va prendre un double pivot. Double pivot, honnêtement, j'ai un peu le même propos par rapport à James White. C'est-à-dire que, ok, je trouve que Lavia, il est vraiment très très fort, mais il n'a pas assez joué par rapport à d'autres. En plus, Ouais. Partey est très très bon cette saison. Je pense qu'on va mettre Caicedo tous les deux. Ouais. Parce que cette Bien saison, sûr. il est Rien à dire. vraiment, il est très très Rien à dire. fort. Mais aux côtés de Caicedo, sachant que après on mettra un 10, donc un joueur Ok. plutôt offensif. On a un débat entre deux gunners, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on met Rice ou est-ce qu'on met Partey? Parce que moi, j'ai pas envie de mettre Enzo et Lavia, pour moi, il a pas assez joué, même si Ouais, potentiel ouais. énorme. Donc Ouais, non, Partey ou Rice, je te laisse choisir. Moi, franchement, je pense que, pour moi, je vais donner mon avis. Je vais pas me cacher. Je pense Ouais, que cette saison, cette saison. Partey est vraiment exceptionnel. Quand il joue au milieu de terrain, et je pense, et même Odegaard l'a dit, le bien qu'il fait au milieu à côté, même Rice, quand il joue on voit la différence même de la manière de jouer de Rice quand il y a Partey et avec Partey. L'année dernière, Partey, il n'est pas là, il est beaucoup absent avec ses problèmes, voilà, on va pas revenir dessus. Mais Rice fait une énorme saison parce que aussi on le voit, il est omniprésent au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il Ouais. fait tout, il est au four et au moulin, vraiment. Alors que cette saison, il a un rôle quand même beaucoup plus libre, où il peut beaucoup plus souffler, et ça c'est en partie grâce à Partey, vraiment. Et je trouve que Rice, contrairement à l'année dernière, on va pas se mentir, je pense qu'il a un petit peu baissé
d'intensité, voilà, on va pas se Ouais. mentir, même De s'il reste justesse et tout. voilà, voilà, il est moins décisif, il crée moins de différence avec le ballon, mais il reste très consistant dans son activité, dans la récupération. Ça reste le Rice qu'on connaît et qu'on est content d'avoir recruté pour 100 millions d'euros, malgré tous ses détracteurs. Mais je pense que cette saison-là, Partey, vraiment, il est indéboulonnable. Et je pense que même Arteta, qui était plus chaud pour le vendre, je pense, il a changé d'avis, vraiment. Partey, c'est vraiment un joueur qui, quand il se blesse pas, en fait, à chaque fois, il montre sa qualité, en fait, à chaque fois. Et Mm. je suis d'accord que cette saison, il est vraiment, en fait, il a l'impact qu'avait Rice l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, c'est Partey qui est partout. Et là, il Exactement. court à droite, à gauche, avec le ballon, il est propre, il utilise bien le ballon et tout. Il peut aussi trouver des passes vers l'avant, jeu court, jeu long, il est ultra complet. Donc ouais, moi j'aime énormément Partey cette saison. Je pense que Partey Caicedo, c'est assez énervé. C'est Bon, totalement c'est bon. énervé. Et donc, ce qu'on va faire au niveau de l'attaque. L'année dernière, on a trouvé un compromis. Parce que il y a de très bons joueurs et pas forcément assez de place. Parce qu'il y a Saka, Palmer, il y a Odegaard, qui sont trois joueurs incroyables. Mais selon les Ouais. postes, tu te dis, est-ce qu'on impose une bataille ou non au poste de 10 entre Palmer et Odegaard ou entre Palmer et Saka à droite? L'année dernière, avec Stan, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis Palmer à gauche, on a mis Ok. Odegaard en 10 et on a mis Ok. Saka à droite. Ok. Je pense que cette année, on va faire pareil. On n'a pas le choix parce que en vrai, si tu prends Palmer et tu veux le mettre en 10, voilà, à la place d'Odegaard, admettons, qui Odegaard qui a été aussi blessé, Qui a c'est été vrai, blessé. qui a été blessé, voilà. En fait, c'est compliqué parce que le début de saison d'Odegaard est quand même encore incroyable. Voilà, Odegaard, c'est Odegaard. voilà. Odegaard, c'est Donc Odegaard. voilà, voilà, on peut pas réduire ça, on peut pas réduire, en fait, l'enlever de ce 11 parce qu'il a raté, bon là je crois qu'il a raté 3 4 matchs, je pense, 4 Ouais, il a matchs. raté ouais, 3 bonnes semaines, donc peut-être ouais, 4 matchs Ouais, peut-être. voilà, ouais, peut-être 4 matchs. Je pense qu'on peut pas quand même l'enlever parce que Odegaard, bah, la preuve, regarde, sans Odegaard, on a beaucoup de mal parce que je pense qu'on parle beaucoup, mais on en parlera, mais on parle beaucoup de l'absence d'un numéro 9. Mais je pense que cette absence de numéro 9 était beaucoup masquée par les passes que nous trouvait Odegaard à chaque match. Mais bon, c'est autre chose. C'est Mais vrai. donc voilà, donc c'est un peu compliqué de mettre Palmer à la place d'Odegaard. Donc je dirais, ouais, moi je partirais pour ça. À droite, Saka qui est vraiment cette saison, Très voilà, le fort. Saka qu'on connaît, incroyable. Très régulier, Dans, franchement. Année après régulier, année, voilà. Saka, c'est toujours présent, c'est incroyable. Voilà, que ça soit parce que ça se moque beaucoup de lui, parce que je pense que malheureusement il souffre des réseaux, parce que les réseaux ils aiment bien les gens qui ont des locks. Voilà, les gens qui ont un peu voilà, c'est vrai voilà, moi j'avais un débat avec Kevin que tu connais bien. Ouais. Voilà, il me parlait, et il était sincèrement en train de me comparer Madueke et Saka. Genre pour lui en dribble. Mais je lui dis, mais je sais qu'ils te ressemblent, t'aimes bien, mais c'est pas possible. Bah, après, Tu peux pas les on peut mettre les dans la même salle. comparer, on peut les comparer, mais il y a un respect à conserver envers Saka. Tu peux les comparer autant que tu veux, mais à la fin du débat, tu devras admettre que Saka est meilleur. C'est ça en fait le truc, tu vois ce que je veux dire? Tu peux les comparer parce que dans le style, ils sont très proches, deux dribbleurs, assez puissants, assez explosifs, capables de marquer, mais aussi de passer. Mais aujourd'hui, Madueke, parce que Saka, il fait ça depuis qu'il a 18 piges. Depuis qu'il a Bah 18 piges, oui, la bah saison, il est oui, là. bah oui. Donc Même c'est en tant que très régulier, c'est très latéral, fort. même en tant que latéral. Ah oui, Ouais, j'avais ouais, ouais, de oublié ouf, de aussi ouf. qu'il est. Et c'est très rare ça, de passer d'être latéral à être ailier. D'habitude, c'est le contraire. C'est qu'on voit que tu n'as pas assez de technique et on voit que tu marques pas assez, on te fait descendre. Mais toi, on te fait monter parce que tu es exceptionnel, tout simplement. Et les gens, ils veulent pas se l'admettre. J'ai l'impression Moi, qu'il y a j'ai un vu, problème avec ça. Moi, j'ai vu l'inverse. Moi, j'ai vu Bounassar être ailier, éclaté au sol. Du coup, on l'a mis latéral. Ah, Bounassar, Dédicace, c'est mon compatriote, Bounassar. dédicace à Bounassar. Eh, je l'aime Voilà. fort. Je te jure, je l'aime fort. Je l'aime Ah, fort, bon, vraiment. on À l'aime l'OM, tous, on j'ai l'aime kiffé son tous. passage Voilà. malgré tout. Mais donc voilà. Ok, donc on part sur ça. Je pense que c'est pas mal. Et en attaque, au poste de numéro 9, pour moi, il n'y a pas débat. Est-ce que pour toi, il y a débat? En fait, il peut y avoir débat, mais je pense qu'il est réglé En fait, il est réglé par le début de saison de Nicolas Jackson, en vrai. Franchement, il n'y a rien à dire. Il peut y avoir débat parce que Havertz, il fait quand même une bonne saison. Je crois qu'il a 4 buts Ouais, en ouais, ouais. PL. Là, Ouais, je crois il a qu'il ralenti depuis 2 semaines, mais avant, son début Oui, de saison voilà, était mais assez carré, hein. début de saison, il était vraiment dans les standards et même on ne se posait même pas la question du neuf, hein. Et c'est pour ça que Ouais. même moi, là, dans les émotions, je parlais du neuf, mais là, je viens de remarquer qu'en fait, je pense que c'est même plus Odegaard qui nous manque plutôt que le neuf en question. Mais voilà. Mais sinon, mais après,
pour même voilà, Nicolas Jackson, vraiment, je pense que là, c'est la saison vraiment où il est stabilisé, il est beaucoup plus lucide devant la cage. Et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça parce qu'on voit toutes les qualités athlétiques qu'il a et que ça ne se transformait pas avec justement sur la grille de stats où on ne voyait pas qu'il ne marquait pas assez. Là, enfin, je crois qu'il a 6 buts en première ligue là. Je crois qu'il a 8 goals et assists, donc il y a des buts et des assists qui se promènent là-dedans. Voilà, je pense que c'est. Je crois que c'est 6-2, je crois. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être 6-2. Mais ouais, Nicolas Jackson, cette saison, c'est très, très costaud. Et, et même quand il marque pas, je trouve qu'il amène. Il amène. De toute façon, l'année dernière, c'était ça aussi, hein. Quand il marque pas, il amène énormément de danger. Et c'est l'un des attaquants qui peut justement physiquement rivaliser avec des joueurs comme Saliba, Gabriel. Ouais. Vraiment, tu le vois un peu Il est fait pour la PL. Voilà, mais Il est fait pour la PL, ouais. il est très explosif, très puissant. Et vraiment, ça fait énormément plaisir de le voir à ce niveau. Et donc, avec plaisir, je te donne ce point-là, Jackson. Ok, donc là, en 10 matchs de PL, ouais, là, il est à 6 buts, 3 passes. Donc 9 goals et Voilà. assists en 10 C'est matchs. très, très C'est bon. très carré. C'est très carré. Donc voilà, vous verrez à l'écran du coup notre 11 combiné. Je pense on s'est mis d'accord, on est bien. On est bien. Je pense que on est sur un 11 compétitif et il est juste. Parce que souvent, tu sais, les 11 combinés, si c'est un Blues qui le fait, on va avoir des trucs cheatés pour Chelsea, Ouais, un Gunner, des trucs cheatés pour Arsenal. Kevin, Là, on essaie d'être objectif. Donc, on va passer sur un pronostic pour le match du week-end. moi, je dirais 2-1 pour Arsenal. Ah, quand même, hein. 2-1 pour Arsenal. Oh, je reste confiant. Pas parce que je sous-estime Chelsea, parce que Chelsea, ils font un très bon début de saison, commencent enfin à trouver un équilibre, mais plus parce que je suis très heureux du retour de Odegaard. Je pense que Odegaard, bah, justement, sans Odegaard, avec le début de saison que nous fait Caicedo, ça aurait été très compliqué vraiment de gagner la bataille du milieu de terrain. Mais je pense que Odegaard, avec son activité, ce fait que ce soit un chef d'orchestre qui lance le pressing, qui catalyse le milieu de terrain, qui bonifie toutes les zones du terrain, toutes les zones de jeu, que ce soit à droite, à gauche, même en défense, qui peut même prendre le ballon pour être la première rampe de lancement. Je pense qu'en fait, on a sous-estimé son activité et sa capacité à trouver des passes. Et là, contre l'Inter, on l'a vu, on a raté énormément d'occasions. Et avec un haut de garde, justement, qui peut aussi être buteur, je pense que ça va être la clé du match. Donc toi, tu penses qu'il aura un impact immédiat et qu'on ressentira directement son retour. Je suis plutôt de cet avis aussi. Et c'est vrai qu'Arsenal, bon, c'est compliqué. Je vous vois jouer dernièrement. C'est vrai que, bon, après, c'était sans Odegaard. Donc c'est ça, en fait, c'est un peu dans l'inconnu. Sans Odegaard, j'aurais dit ouais, 2-1 pour nous. Avec Odegaard, je dirais que ça va un peu plus se neutraliser. Je partirais sur un partout. Je ne suis pas non plus hyper optimiste parce que même si Chelsea est bon en ce début de saison, on a des failles. On a des failles. Et si Arsenal produit un beau football, défensivement, j'ai peur de nos moments d'égarement. On a des moments un peu de manque de concentration. On a une très jeune charnière, hein, Colwill Fofana, qui manque d'expérience malgré tout. Donc, et puis offensivement, on a Maresca qui tente un peu des trucs un peu des fois un peu bizarres. Donc un partout. Après voilà, selon le match, mais je pense que je pourrais m'en contenter. Je pourrais signer avant le match à un partout. Mais évidemment, c'est une bataille. Ça va être un gros derby anglais comme on les aime. Hein. Comme on les aime. Et avant de finir, je voudrais te demander, toi, par rapport à Chelsea, est-ce que tu ressens cette haine du rival londonien ou est-ce que c'est un club que tu peux regarder normalement? Parce que moi, je connais beaucoup de Blues qui ont une vraie haine envers les collègues de Londres, que ce soit Arsenal ou Tottenham. Les mecs ne peuvent pas être objectifs. Quand tu parles d'Arsenal et Tottenham, il faut les insulter, il faut truc. Moi, j'ai rien contre Arsenal. Moi, tu vois, moi, mon frère et mon grand frère a grandi fan d'Arsenal, Thierry Henry, donc il est comme vous, il est victime de Titi. Mais j'ai rien contre Arsenal. Donc moi, je vous regarde souvent, je vous analyse avec plaisir et j'ai aucun mal à être objectif. Est-ce que toi, de ton côté, Chelsea, c'est une équipe que tu es, c'est une équipe que tu analyses de façon objective ou pas? Je te laisse la parole. Non, franchement, très honnêtement, moi, Chelsea, ça a toujours été un club qui m'a marqué de par la présence de beaucoup de joueurs africains, notamment Didier Drogba, Salomon Kalou, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce regard assez bienveillant envers Chelsea. Par exemple, Chelsea-Bayern, quand vous gagnez la Ligue des Champions, la finale, moi, je suis pour Chelsea. Hein.
honnêtement, Mm. tu vois. Donc, j'ai pas cette haine du voisin de Londres. Bon, après, par exemple, je dirais pas que voilà, je supporterais Chelsea et que voilà, que je serais content si on gagne une Ligue des Champions, parce que je pense que cette Ligue Oui. des Champions, voilà. Et pareil pour Tottenham, voilà. Mais je pense même que j'ai plus de haine, entre guillemets, même c'est pas de la haine, hein, j'arrive à être Ouais, quand oui. même objectif envers Tottenham plutôt qu'envers Chelsea, parce que Chelsea a ce truc, et je pense que beaucoup c'est parce qu'on est français d'origine, par exemple moi je suis d'origine sénégalaise, et quand tu vois qu'il y a des Africains qui ont brillé grâce aussi à ce club-là, voilà, on a Kalidou Koulibaly, on a Edouard Mendy qui est passé par Chelsea aussi, et qui a gagné la Ligue des Champions aussi là-bas. Donc pour moi, j'arrive pas, j'ai pas de haine envers Chelsea, je les vois, j'ai plus de haine envers Manchester City qu'envers Chelsea d'ailleurs. Voilà. Ok. Ok. Le Pep, il t'a traumatisé. Il nous a tous traumatisé, Pep. Il m'a Il a traumatisé traumatisé, Stan. voilà. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est clair. Non, bah voilà. Et pour l'anecdote, moi, pareil, en 2006, contre le Barça, je suis évidemment pour Arsenal. Je voulais vraiment qu'Arsenal gagne contre le Barça parce qu'il n'y a rien que je hais plus que le Barça. Donc, Ok, donc voilà. En tout waouh. cas, frérot, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Ça fait très, très plaisir. Pour tous ceux qui connaissent pas le frérot Bass, évidemment, c'est un des comptes à suivre. Hein. Si vous aimez le foot et que vous êtes sur TikTok, c'est un des comptes à suivre qui parle très, très bien de football, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc voilà, encore vraiment, vraiment merci. On suivra tes réactions aussi suite au match de dimanche. J'ai envie de te dire quand même bonne chance, mais pas trop quand Bon même. courage. Bon courage, bien sûr, toujours. Voilà, c'est l'esprit sportif, évidemment, on s'en fout. C'est Il n'y a ça. pas de rivalité. On est que le meilleur gagne, même si, bon, on sait c'est qui les meilleurs, voilà, c'est tout. On verra ça dimanche. On réglera ça dimanche en tout cas. Merci beaucoup, Bass. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à aller le follow, les frérots. Donner de la force, à liker les vidéos à mort, évidemment, pour aider au référencement. Ça fait plaisir. À très bientôt et à dimanche pour le match. Ciao, ciao. Salut.